un Evinrude V4 90 degrés, puisqu'il existe un modèle plus récent qui est lui à 60 degrés. C'est un 90 chevaux VRO. Donc VRO, ça signifie, c'est le nom du graissage séparé en fait. C'est un modèle à carburateur, donc il n'y a pas d'injection, moteur simple, que j'ai mis en pièces. Voilà. Donc je l'ai mis en pièces pour peinture, j'ai repeint le capot. Bon, après je vais peindre les carters là, voilà, le trim, la partie hydraulique. Voici l'embase, qui n'est pas celle d'origine, puisque sur celle d'origine, l'arbre de transmission avait cassé. Donc la pompe à eau, qui se trouve ici. Voilà, donc j'ai refait la pompe à eau. J'ai refait la planéité du plan de joint qui était un peu corrodé, bouffé. J'ai refait tous les joints. Bon, là, l'aileron était cassé, mais ça, c'est la personne qui l'a eu avant qui l'a ressoudé, avec une plaque en aluminium. Bon, j'espère qu'elle est étanche et qu'elle est bonne, il n'y avait pas d'eau dedans. Elle est vidangée, il faut que je la peigne. On va passer sur la tête motrice. Donc, voici le bloc moteur, partiellement démonté. Donc, vous voyez que c'est un V4 à 90 degrés, moteur d'ancienne génération à carburateur. Ce moteur date de 96, je crois, oui. Il a été fabriqué jusqu'en 98 d'après mes souvenirs, je peux me tromper. Ensuite ils sont passés sur un moteur V4 à 60 degrés, puis ensuite sur un modèle injection, puisque celui-ci était à carburateur. Donc bon, bien sûr à carbu vous avez une consommation supérieure. Maintenant ce sont des moteurs qu'on trouve à pas cher, qu'on peut rénover pour un prix correct, qui ont une bonne cylindrée de 16 à 1700, quelque chose par là. Je me trompe, c'est 1600 ou 1700, je me souviens plus. Centimètres cubes, qui tourne relativement lentement. Vous avez un régime puissance optimale à 5000. Ça prend 5005, ça doit couper l'allumage à 7000, à 5002, 5700, 5800 par là. Tour. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Hyper solide, mais par contre, il y a des petites choses où il faut faire attention. Alors ça, je vais vous le montrer. C'est commun à plusieurs moteurs. Alors déjà, le principe VRO, c'est un système de graissage séparé. Donc, il utilise un réservoir d'huile séparé également, que je vais vous montrer. Voilà, il est là. Bon, tout est sale. Là, c'est des vieilles pièces que j'ai en réserve. Donc, le système VRO, le réservoir. Ici, une poire. Et après, le tuyau qui s'en va au moteur. Vous avez aussi un câblage électrique, puisque vous avez une alarme si le niveau est trop bas d'huile. Donc déjà, première chose, il faut que le bocal soit très propre. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Il ne faut aucune impureté dans ce bocal. Quand vous hivernez votre moteur, retirez l'huile, nettoyez le bocal. Après, il va falloir bien sûr réamorcer le système à l'aide de la poire. Puisque si l'huile n'arrive pas au moteur, vous allez démarrer sur de l'essence uniquement. Et là, problème, vous allez serrer bien sûr. Donc ce système, il fonctionne, très bien même, mais il faut qu'il soit parfaitement entretenu. Et généralement, ces moteurs, comme ils sont vieux, ils ont été déposés, reposés sur d'autres coques. L'électronique ne fonctionne pas forcément parfaitement, puisque vous avez des alarmes avec un buzzer au tableau de bord, et généralement les alarmes, soit elles ne sont pas branchées correctement, soit... Voilà, ce qui fait que beaucoup de gens retirent le système VRO. Je vais vous montrer le système VRO et je vais vous dire pourquoi je le supprime et comment je vais le supprimer. Alors, le système VRO, c'est toute cette partie-là, avec des tuyaux. Et puis une partie électronique qui se trouve à l'arrière. Alors, tous les VRO n'ont pas ce système électronique-là. Celui-ci est un VRO modèle 2, VRO 2. L'utilité du VRO, vous avez deux pompes. Une pompe qui se trouve au milieu, c'est la pompe à essence. La pompe qui se trouve au bout, c'est la pompe à huile. Ce système, il n'est pas alimenté électriquement. Il est alimenté par le moteur, par une prise à dépression. Alors voici la pipe d'admission déposée. Et vous avez sur le côté droit, en bas, vous avez la prise à dépression qui se trouve ici.
dans cette vis, vous avez un clapet anti-retour. Ce qui fait qu'avec les mouvements des pistons, quand ils montent, ça crée une aspiration sur ce tuyau. Mais ça ne peut pas aller dans l'autre sens puisqu'il y a un clapet. Donc il y a une aspiration constante sur ce tuyau. Et bien sûr, ça va faire marcher les membranes. Avec un axe, vous faites marcher les deux pompes, pompe à essence et pompe à huile. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tuyaux. Vous avez ensuite des tuyaux qui vont à chaque cylindre, donc sur la pipe. Ils sont ici, ici, ici et ici. Donc ces 4 petits tuyaux permettent bien sûr d'injecter l'huile sur chaque cylindre. Donc je les ai bouchés pour ne pas avoir de prise d'air, puisque je vais retirer tout le système complet, moi. Je me suis aperçu en les démontant et en les bouchant qu'ils comportent des filtres métalliques en inox, microscopiques, à chaque bout. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, attention, parce que les moindres particules de saleté vont venir boucher, je dirais presque les gicleurs, mais c'est pas des gicleurs, mais ça ressemble à un gicleur, vont venir boucher ces petits tuyaux et vous n'aurez plus de graissage. Donc il faut aussi les démonter régulièrement, les nettoyer à l'essence et les passer à la soufflette pour enlever toute la merdouille qui peut se trouver à l'intérieur sur la grille. Et ça, je pense que personne ne le fait. Le système VRO par lui-même, on peut le conserver, puisque vous allez avoir un problème si vous supprimez tout l'ensemble, vous n'aurez plus de pompe à essence. Donc vous ne pourrez plus pomper l'essence qui va se trouver dans le réservoir en contrebas. Dans ce cas-là, il suffit de laisser le système à dépression dans l'essence, de ne plus mettre d'huile dans le bocal, de boucher tous les tuyaux pour pas qu'il y ait de prise d'air, de débrancher la prise électrique pour pas que vous tombiez en alarme au tableau de bord. Et ensuite, il faudra quand même vérifier que les autres alarmes fonctionnent, comme l'alarme de surchauffe par exemple. Donc, avec ces moteurs, pour ne pas avoir de soucis, il va falloir contrôler le graissage et le refroidissement. Le refroidissement, on va commencer par lui. Ça commence par la pompe qui se trouve dans l'embase, tout à fait en bas. Donc il va falloir changer principalement cette turbine, voilà, à laquelle il peut manquer des pales. Alors le moteur, il chauffe plus ou moins. On ne s'en rend pas tellement compte parce qu'il peut manquer qu'une ou deux pales, donc ça pousse toujours l'eau. Vous avez toujours la piscette sur le moteur, mais un peu moins fort. Et puis le problème, c'est qu'à haut régime, ça ne suffit pas, ou à bas régime, il n'y a pas assez de débit. Donc ça, il ne faut pas hésiter à la démonter régulièrement, ou par rapport au nombre d'heures que vous faites. Voilà. Et la changer par précaution, avant qu'elle ne casse. Ensuite, et ça beaucoup de gens oublient, sur ce moteur, vous avez 2 rangées de cylindres, et vous avez 2 calorstats. Les calorstats, ils se trouvent sur le bloc moteur en bas. Bon là, il est démonté, mais ça se trouve ici, juste ici, entre les 2 cylindres, enfin, entre les 2 rangées de cylindres. Et voilà comment ça se présente. Voilà, c'est cette bête-là. Vous avez les 2 calorstats, et vous avez 2 clapets montés avec des ressorts. Donc ça c'est pour la rangée de cylindres à gauche, ça c'est pour la rangée de cylindres à droite. Peu de gens les vérifient, mais ça ne sert à rien de les vérifier, il faut les changer régulièrement. Pour être sûr qu'ils s'ouvrent. Ce moteur il a eu un problème, il a eu une surchauffe. Je vais vous montrer le résultat. Heureusement, je pense que ça va tourner et que c'est sauvable. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là, par les ouvertures d'échappement, on voit le piston. Et vous voyez qu'en haut, ici, il y a une trace de grippage. Et sur le trou du bas, pareil, sur le piston, trace de grippage. Alors ça, c'est dû à une surchauffe. Puisque les 2 calorstats étaient morts. Et ils sont restés fermés, malheureusement. Ils auraient pu rester ouverts, mais là, ils sont restés fermés. Résultat, surchauffe et grosse surchauffe. Puisque les 2 clapets de surpression ont fondu. Voilà, je vous montre le vieux clapet. Fondu. Et l'autre. Voilà. Fondu également.
Donc pour arriver à fondre une pièce en plastique dans de l'eau, je vais vous dire que l'eau, ça a dû bouillir sérieusement là-dedans. Enfin voilà. Donc à surveiller et à changer régulièrement les deux Calorsta. C'est primordial, il n'y a pas que sur ce moteur-là. Ce que je vous dis là, c'est une généralité pour beaucoup de moteurs. De chez Evinrude et d'autres aussi d'ailleurs. Bon, mis à part le système Vero, là qui est spécifique à Evinrude, mais généralement tous les moteurs ont des Calorsta. Vérifiez vos Calorsta. En premier la pompe, en deuxième les Calorsta. Vous avez sur ce moteur, là j'ai déculassé. En fait j'ai déculassé pour voir, parce que sur ce cylindre là je voulais voir s'il y avait des dégâts. Les segments ne sont pas cassés, les traces sur le piston elles sont légères. Je voulais voir s'il y avait des rayures dans le cylindre, donc j'ai déculassé. Bon, les joints de culasse étaient en bon état, donc tant mieux. J'ai changé bien sûr, hein. Et j'ai une rayure, mais qui est très légère. Donc j'ai passé un petit coup de toile, tout, et le moteur tournait de toute façon. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Mais c'était vraiment temps d'arrêter. Donc là, j'ai démonté l'autre côté. Bon, là, il n'y a pas de trace ni d'usure d'ailleurs, et pas de trace de grippage aucun. Donc c'est impeccable. Donc je change le joint de ce côté-là aussi. Je disais sur les culasses, ici, vous avez des sondes de température qui sont juste en fait un bilame. C'est contact on ou off, hein, ça met à la masse ou pas. Et quand ça chauffe, passer une certaine température, pouf, ça doit se mettre à la masse, ou le contraire, je sais pas, j'ai pas encore regardé. Et ça fait, ça actionne le buzzer sur le bateau. Donc si vous avez le buzzer, il y a forcément un problème, soit de chauffe, soit d'arrivée d'huile. Puisque sur la Vero, vous avez une partie électronique qui mesure aussi les débits d'huile. Et ça vous met le moteur en mode pad en fait. Et vous obtenez. Et le moteur peut toujours éventuellement tourner, mais avec un régime modéré de 2000-2200 tours. Il est en mode défaut le moteur. Et là, il ne faut pas insister, il faut trouver la panne tout de suite. Donc je disais le bocal, voilà, le réservoir d'huile. Ça part du réservoir, ça va à la poire. Il ne faut pas de prise d'air dans le circuit. C'est pour ça que le système est un peu exigeant, parce que, comme je disais, les moteurs ils ont été remplacés ils ont été montés sur d'autres coques, ils sont vieux, ils ont été utilisés sur pas mal de bateaux, les faisceaux électriques ne sont pas forcément bien branchés, et ainsi de suite. Il y a aussi un autre deuxième problème qui se pose. Sur le modèle Vero, alors là c'est bien un Vero 2, vous aviez le Vero 1, qui avait moins d'électronique, ou pas d'électronique d'ailleurs, qui a un dosage légèrement différent. Et le Vero 2, ils ont modifié un petit peu les dosages d'huile, mais bon, c'est pas encore méchant. Par contre, il faut savoir que ces moteurs, celui-ci est de 96 par exemple, mais que ces moteurs, ils ont été fabriqués à partir des années 70. Et que nous n'avions pas les mêmes carburants, puisqu'aujourd'hui, dans nos carburants, nous avons de l'éthanol, à 5, voire 10%, voire plus. Et on a même quasiment de l'éthanol pur maintenant. La particularité de l'éthanol, c'est que ça bouffe les caoutchoucs. Et les membranes, à l'époque, n'étaient pas conçues pour de l'éthanol. Donc si vous achetez par exemple un kit membrane pour vous réparer votre Vero, pour le remettre à jour, puisque ça se vend, hein, on peut acheter le kit membrane uniquement, parce qu'il n'y a que ça qui s'use sur le système Vero, c'est les deux membranes. Les membranes que vous allez acheter aujourd'hui sont prévues pour l'éthanol, mais les membranes de l'époque n'étaient pas forcément prévues pour de l'éthanol. J'ai pas envie de racheter un kit, et j'ai envie de simplifier le moteur, donc je vais supprimer tout le système. Ça va m'obliger à deux choses. Ça va m'obliger à faire mon mélange moi-même. Je vous précise que Evinrude nous dit que si on supprime le système Vero, le mélange doit être à 2% en utilisation normale, doit être à 4% en utilisation intensive. Maintenant, c'est pareil, c'est pas tout jeune, hein, la revue. Bon, c'était avec une huile, je pense, minérale. Bon, maintenant nous avons des huiles 100% synthèse, et je pense qu'à 2% en 100% synthèse, il n'y a pas de souci. Donc je pense qu'on peut baisser à 2, 2,5. Voilà, c'est quand même des vieux moteurs, il y a plus de jeu, bon, il faut quand même graisser pas mal. Mais avec une bonne huile de synthèse, il n'y aura pas de souci. Là, en supprimant tout, je me pose un deuxième problème, bien sûr. Donc, pour l'alimentation
d'essence, il va y avoir souci. Vous remarquerez que sur la pipe d'admission, sur le bloc, vous avez la prise à dépression, juste au-dessus, vous avez 2 trous, et vous avez une vis au milieu qui bouche un 3e trou. En fait, ce support-là, c'est un support qui est prévu pour une pompe, mais une pompe à essence uniquement, qui ne fait pas pompe à huile. Cette pompe-là, qui est grande comme ça, là, on la retrouve sur des moteurs de 25 chevaux jusqu'à 140 chevaux. Certains modèles étaient montés avec une pompe, ici, et on mettait du mélange, dans les anciens modèles. Ils n'ont pas changé les moules, on a toujours les mêmes carters, on a les trous filetés, le trou pour la prise à dépression. Vous pouvez donc acheter une pompe à essence, qui ira jusqu'aux 140 chevaux, et même plus si on en met 2. Sur un 6 cylindres, par exemple, on peut monter ces pompes-là à la place du VRO, mais il faudra mettre 2 pompes. Mais ici, avec une seule pompe, ça marche. Et ça va des modèles 25 chevaux par là jusqu'à 140. Puisqu'il faut savoir aussi dans cette gamme de moteurs que la puissance commence dans les 70 et quelques chevaux, 78 par là, il y a des 88, il y a le 90, il y a le 112, 115, alors suivant les marques, parce que c'est des blocs qui étaient employés par Evinrude et Johnson, des blocs communs, et chacun fait ses puissances, suivant les diagrammes, les carburateurs, l'échappement. Mais le bloc moteur par lui-même, il sort de la même usine. Alors après, bon, les diagrammes ne sont pas les mêmes, hein, diagrammes d'échappement, diagrammes d'admission, ne doivent pas être les mêmes suivant les puissances. L'échappement est différent, les carbus aussi. Mais bon, voilà. Après, il y a l'électronique aussi, bien sûr. Mais bon, ils ont les mêmes avances, ces moteurs. Ils tournent avec 28 degrés, donc je pense que ne va pas y avoir grosse différence. Donc sur ce moteur, j'ai commandé une pompe à membrane, à dépression. La pompe toute simple, pompe à essence toute simple. Il y a aussi la solution de monter une pompe électrique, ce que j'avais voulu faire au départ. Voilà, on peut trouver sur internet, eBay ou AliExpress, ce genre de pompe à essence qui fonctionne très bien. Électrique, 12 volts, qui vous assure un débit suffisant pour alimenter de réservoir vers le moteur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de régulation de pression sur ces pompes. Donc vous allez envoyer trop de pression au carburateur. Et si vous envoyez trop de pression au carburateur, vous allez trop enrichir le mélange, puisque ça va passer par les pointeaux. Et puis le moteur, il va se noyer carrément, parce que vous avez trop de pression. Donc il va falloir mettre entre la pompe et les carburateurs, il va falloir monter un régulateur de pression d'essence. Alors là, j'en ai pas. C'est une pièce qui ressemble un petit peu à un détendeur de bouteille de gaz. Hein. C'est le même principe. Avec membrane, clapet, c'est le même principe. Qui sont réglables généralement. Alors ça, on trouve ça en pièces automobiles. Oreca en fabrique d'ailleurs. Enfin, en importe, parce que c'est des pièces italiennes la plupart. Et bon, après ça se règle. Alors il faut savoir que sur des carbus double corps, la pression maxi d'arrivée d'essence doit être de 0,4 bar, pas plus. Autrement, ça arriverait à passer par les pointeaux et on noirait le moteur. Voilà. Donc c'est aussi une solution de mettre une pompe électrique. Alors moi j'avais prévu d'en mettre 2, plus il y a toujours une de secours en dérivation au cas où une grille. Parce qu'en mer, si la pompe grille, eh ben, on n'a pas l'air fin, quoi. Donc je lui avais prévu 2. Et j'ai commandé 2 pompes aussi à dépression. Voilà. Alors je vais vous parler un petit peu des prix parce que ça c'est le plus important presque. Bon, il y en a qui s'en foutent, hein, c'est pas un problème pour eux. Moi, c'en est un. Donc j'avais regardé les prix pour refaire le moteur complet, pour vous donner des ordres de prix. Un piston, alors en France, hein, en France sur des boîtes, je dirais pas les noms, mais très connues. Des boîtes très connues qui font de l'importation de pièces, qui revendent de la pièce détachée pour les moteurs et tout, qui font du kit de remplacement Sierra par exemple, et ainsi de suite. On vous vend un piston 260 €, quelque chose comme ça, avec les segments quand même, hein, et l'axe. Ça va jusqu'à 280 sur certains autres sites. Bon, il faut savoir que les meilleurs pistons sont quasiment les Viseco, en piston forgé, que vous allez sur le site de chez Viseco USA, les pistons, ils sont à 104 €. Ça, c'est sur leur site. Maintenant, il faut passer par un distributeur. Et ça, c'est pas le prix que j'annonce, 104 €, c'est pas le prix professionnel. Les professionnels les toucheront moins cher. Hein. Donc, vous voyez un petit peu comment on vous baisse bien en France. Si je dis ça, c'est parce que j'étais mécanicien
J'étais garagiste, j'avais mon propre garage. J'ai jamais arnaqué de mes clients, j'ai toujours pris les marges correctes sur les pièces, mais sans plus. Quand je vois ce qui se pratique en autisme, c'est l'arnaque totale. Au niveau du taux horaire, du prix des pièces, même en étant mécanicien, j'ose même pas demander un prix dans le garage, pour être honnête. Euh, voilà, donc, si vous commandez de la pièce, commandez-la aux États-Unis. Vous allez payer 25% de TVA, c'est-à-dire 22 plus les frais de douane, de dossier, machin, ça fait environ 25%. Donc sachez-le parce que vous ne couperez pas. Hein. La somme sera trop importante, le colis sera gros, ça ne passera pas. Mais ça devient super intéressant, malgré les 25%. Sachez que sur un kit complet, puisqu'ils vendent des kits complets rénovation, les 4 pistons, les coussinets de tête et de pied de bielle, qui sont à roulement bien sûr sur ce moteur-là, puisqu'il n'y a pas de graissage sous pression, donc ce sont des roulements à aiguille, donc sont compris dans le kit. Vous avez les joints de palier du haut et du bas, avec les joints spi et tous les joints papier. De quoi faire entièrement la tête motrice. Donc vous retrouvez qu'un haut moteur neuf. Bien sûr, il faudra faire un réalisage si les chemises sont un petit peu usées, ovalisées, donc l'idéal c'est de faire un réalisage. Il propose ce kit en 3 tailles, plus 0,10, plus 0,20 et plus 0,30 pour la taille des pistons. Et aux États-Unis, vous touchez ce kit complet pour 700 euros. Vous savez ce que coûte un moteur neuf de 100 chevaux? C'est la peau des fesses. Donc là, si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez vous lancer à faire usiner le bloc. Allez, on va dire avec 1000 et quelques euros. Vous avez un bloc usiné, monté avec des pistons neufs, tout est neuf, les roulements, les joints. Et voilà, quoi, vous avez une tête motrice neuve. Et je peux vous dire que ce moteur-là, il doit avoir des heures. J'en connais qui ont 10 000 heures, et je blague pas. Ils ont fait 10 000 heures, ces moteurs. Alors ceux qui disent que c'est pas solide, les vieux V4, c'est faux. Ce sont des super moteurs. Mais il faut y faire attention. Pour la pompe à essence, dont je vous parlais tout à l'heure, cette fameuse pompe-là, sachez que c'est une pièce de rechange qui se vend énormément, puisqu'il y a beaucoup de moteurs Evinrude sur le marché Johnson qui utilisent les mêmes pompes. Et pareil, si vous l'achetez dans le réseau, elle vaut 100 euros, une centaine d'euros. Par contre, vous pouvez acheter de la chinoise, de la copie, puisqu'ils ne sont pas fous les Chinois, ils copient que les pièces qui se vendent bien. Et ils font des pompes super, et sur AliExpress, vous les trouvez à 12 euros. Hein, au lieu d'un peu plus de 100 euros dans le réseau. Pour les joints, uniquement si vous remplacez quelques pièces, puisque là je vais modifier le moteur en plus, je vais vous expliquer brièvement ce que je vais lui faire. Les joints, pareil, j'ai voulu acheter une pochette de joints complète, 180 euros, quelque chose comme ça, entre 170 par là, enfin bon. J'ai regardé aux États-Unis, idem, alors je vais même vous citer le nom, c'est Brut.net, c'est à Hollywood. Je les ai reçus en une semaine, j'ai pas payé la TVA en plus, c'est étonnant, mais bon voilà, c'était pas une grosse somme. J'ai commandé les joints de culasse, 15 euros de moins par joint de culasse. Tous les joints papier autres, pareil. Il y avait un peu de porc quand même, mais c'était raisonnable. J'ai économisé 70 euros sur les joints. Juste 70 euros quand même sur les joints. Donc c'est pas négligeable. Et en plus, je vous dis, en une semaine, c'était rendu impeccable dans la boîte aux lettres. Donc regardez ailleurs, hein, parce que en France, c'est vraiment l'arnaque. Sur ce moteur, qui est un 90 chevaux, vous avez un échappement qui est un peu mal foutu. Voilà, vous avez cette plaque là, qui vient refermer le bloc moteur. Vous avez 2 déflecteurs ici, là, qui vont canaliser la sortie. Donc cette plaque se monte. Voilà, elle va se monter comme ça, avec ici l'eau de refroidissement, plus une deuxième plaque par-dessus. Vous voyez que c'est une plaque qui est plate. Donc les gaz derrière, ils vont sortir des cylindres, ils sont canalisés par le déflecteur vers le bas. Ici, ça sort comme ça, là, voilà, dans le bloc. Et il faut que ça s'écoule par les 2 trous du bas, dans le pied, pour aller dans le tube d'échappement. Donc c'est complètement anti-mécanique. Il y a des arêtes partout, enfin bon, voilà, il y a des turbulences pas possibles là-dedans.
Et ça, c'est le 90 chevaux. Par contre, à partir du modèle 112 ou 115 chevaux, l'échappement est différent. Donc voici le système pour un moteur plus performant. Donc là, on a bien deux sorties, une pour chaque côté. Les gaz font le tour. Voilà. Ici, ressortent par en bas, par ce trou-là, et s'évacuent par le pied. Ok, mais ça suffit pas. Ils ont mis également des déflecteurs en sortie de cylindre. Alors, je vais en positionner un à la main vite fait comme ça. Non, c'est pas le bon. Voilà. Donc en fait, vous avez une pièce en alu qui, en plus, qui vient se positionner en sortie des cylindres pour canaliser comme il faut les gaz d'échappement sur la tubulure que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut savoir que cette tubulure là, elle est fixée par cet déflecteur, il est vissé par 3 vis. Que sur les blocs, vous avez bien ici, ici et là les fixations, mais les trous ne sont pas assez profonds et ne sont pas filetés. Donc il va falloir repercer un petit peu et les fileter et ensuite ajuster les déflecteurs pour que le plan de joint du déflecteur ici soit bien au même niveau que le plan de joint du moteur. Donc là ça va être un petit peu chiant à faire, mais bon voilà, il n'y a que ça à régler. Ensuite vous montez le déflecteur coudé ici, et puis la cloche qui va avec, voilà, où l'eau va circuler entre les deux pour refroidir l'échappement. Donc c'est une grosse cloche bombée. Donc on reconnaît aussi les moteurs à ça. À partir du 115 chevaux jusqu'au 140 chevaux, c'est cet échappement-là qui est utilisé. Donc moi je suis en train de le remonter, tant qu'à le refaire, j'ai trouvé des pièces d'occasion à petit prix et je vais le repasser sur un échappement correct, quoi. Donc ça va lui faire gagner un peu de chevaux. Au niveau de l'admission, vous avez deux doubles corps, donc un carburateur par cylindre, en diamètre environ 30 mm. Et voilà, diamètre des garbus, c'est inscrit dessus. 1/3/18, ici. Pareil pour l'autre, bien sûr, 1/3/18. Il faut savoir aussi que ces carbus, on peut les refaire à neuf. Il existe un kit, je les ai refaits, enfin pas ceux-là. Vous avez le flotteur, le pointeau, le gicleur du pointeau, le trou du pointeau, tous les joints, toriques et plats, pour refaire les carbus entièrement. Donc c'est ce que j'ai refait sur des carbus plus gros. Pourquoi? Parce que ceux-ci, en fait, ne correspondent pas au diamètre des trous de la pipe. Voilà, j'ai donc trouvé, je sais plus où c'était, aux États-Unis, je crois bien. Toujours sur eBay, un gars sympa qui m'a vendu deux doubles corps, soi-disant pour un V4, qui sont en 1/5/16. Donc voilà, c'est beaucoup plus gros, c'est 33,5 environ. Et ça correspond bien sûr pile poil au trou du bloc d'admission, de la pipe d'admission. Donc là, on va avoir un meilleur passage, un meilleur remplissage, donc plus de puissance bien sûr. Ils sont montés avec des cuves plastiques ceux-là, et ceux-là je les ai refaits. Ils sont encore à nettoyer là parce qu'ils ont pris un peu la poussière, mais bon, à l'intérieur ils sont tout propres. J'ai tout changé, les joints, pointeaux, tout. Voilà. Donc après, c'est pas forcé que les dosages soient bons par rapport aux gicleurs. Donc ça sera à moi après de me dépatouiller, de trouver les bons gicleurs. Mais ça, c'est pas un problème, je m'en débrouillerai. Ils étaient montés normalement sur un V4, mais il n'a pas su me dire lequel. Il faut savoir que ces carbus-là sont aussi montés sur des V6. Donc vous en avez 3 comme ça, sur le même bloc, avec 2 cylindres en plus. C'est ces carbus-là qui sont montés. Voilà. Donc du 1/5/16. Vous les trouvez aussi, mais légèrement différents puisqu'ils ont un papillon de starter, puisque ce moteur-là utilise un système différent électrique pour le starter. Mais vous les retrouvez sur le Johnson 125 chevaux, ancienne génération, dans les années 75-76 par là. Ils sont montés dans ce diamètre-là, en 125 chevaux, avec un papillon pour faire le starter.
Donc il ne doit pas y avoir de souci de toute façon à les monter, hein. Ça sera peut-être une question de réglage. Le starter, en fait, sur ces carbus, il est là. Voilà, c'est un système électrique qui ouvre une vanne et puis qui fait couler de l'essence. Voilà, donc quitte à le remonter, autant le remonter avec des pièces un peu plus performantes. Bon, je ne connais pas les diagrammes exacts des 115, des 120, des 130 et des 140 chevaux. Euh, voilà, donc je vais laisser ce diagramme-là, je ne vais pas retoucher au niveau des cylindres. Il me faudrait un bloc pour ça, de la puissance adaptée pour prendre les valeurs, même un bloc mort. Et puis si j'avais les valeurs, bah, je pourrais remettre le même diagramme, bien sûr, pour avoir les mêmes puissances. Il y a un autre truc à modifier aussi, c'est que cette nervure-là, elle n'existe pas. Enfin, la partie basse, hein, je parle juste de cette partie-là. Le trou lié, mais cette cavité-là, le trou de la vis ici et ce trou-là, là, voilà, ça n'existe pas sur les moteurs plus puissants qu'utilisent le nouvel échappement. Donc ça, pour augmenter bien sûr le trou de passage des gaz qui vont sortir de la nouvelle pipe. Donc il va falloir que je meule cette partie-là. Il n'y a pas d'eau entre les deux, hein. C'est juste un creux comme ça, mais il n'y a pas d'eau. Donc il va falloir que je meule toute cette partie-là, là, voilà. Que je supprime ça pour avoir un bon orifice de sortie des gaz. Il va falloir aussi monter un filtre et un bon. Voilà, quelque chose dans ce genre-là, en grosse taille, puisque c'est un moteur qui consomme, attention. Bon, tous les moteurs bateaux consomment. Maintenant, si vous prenez un moteur moderne, injection, vous allez consommer beaucoup moins, ça c'est sûr, mais le prix ne sera pas le même du tout. Donc ce moteur, j'ai regardé sur un site américain où toutes les consommations des particuliers, des professionnels d'ailleurs, où ils enregistrent leur consommation. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a encore beaucoup de moteurs comme ça qui tournent. En France aussi d'ailleurs, mais beaucoup moins. Aux États-Unis, il y a encore beaucoup de ces moteurs qui tournent. Parce qu'ils sont vraiment solides et voilà, ils durent. Et il y en a, ils datent de 70 et quelques et ils tournent toujours. À fond, sur un modèle 90 chevaux, donc ce modèle-là, la consommation à fond sur une heure est de 41 litres. Alors bien sûr, les derniers tours, hein, les derniers kilomètres heure, ils sont hyper gourmands. Si vous tournez à 3/4 régime, vous allez baisser tout de suite à 20 litres à l'heure. Bon, il faut savoir que sur un moteur comme ça de 90-100 chevaux, si vous montez ça sur un bateau de 5 mètres, on va dire, 5 mètres avec un profil plutôt typé rapide, pas un arcachonnet ou une coque arrondie, hein, un profil assez plat, euh, qui fait dans les 500 kg, 400 kg, entre 400 et 500 kg, où vous allez obtenir à quelque chose près une vitesse de 70 km/h. Donc, si tout est bien réglé, donc bon, mettre 41 litres à fond, vous allez faire 70 km, vous serez déjà rendu très loin. Maintenant, c'est pas fait pour tourner toujours à fond. Si vous voulez qu'il dure longtemps, ben voilà, hein, généralement, bon, c'est difficile de tourner à fond en mer. Maintenant, si vous êtes sur un lac, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, effectivement qu'on peut être à fond tout le temps. Mais enfin, c'est pas trop le but si on veut conserver son moteur longtemps. Ben, généralement, on le fait déjauger le bateau, puis voilà, on met à fond au démarrage, et puis après, oui, on rebaisse, on le laisse déjauger, et puis on tourne au 3/4 régime, et puis là, vous êtes tranquille, le moteur tourne pas vite, il s'use pas, il consomme pas trop. Il vaut mieux avoir un moteur... vaut mieux surmotoriser un bateau que de le sous-motoriser. Si vous le sous-motorisez, vous êtes obligé de tirer dedans, vous allez user le moteur rapidement, vous allez consommer beaucoup aussi, puisque vous serez quasiment toujours à fond. Donc il vaut mieux prendre un moteur un peu plus gros, un peu plus puissant, même si c'est pas le dernier cri, on s'en fout, et puis de pas le faire tourner à fond. Puis par contre, si vous avez besoin, ben, y a ce qu'il faut, hein. Si on met un poignet à fond, il n'y a pas de souci, il crache. Voilà, bon ben, qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Pas grand-chose, hein. C'est l'entretien. Après, bon, hein, je ne veux pas vous parler de l'entretien, ça serait l'objet d'une autre vidéo, mais bon ben, moi ça va être de l'utilisation pêche, hein. Donc j'ai même pas besoin d'un si gros moteur, mais j'ai envie de me rendre rapidement sur des lieux de pêche, et puis j'ai plus envie de glander à 5 nœuds ou 10 nœuds, donc là je vais mettre ce qu'il faut. Donc je vais voir après pour la coque, parce que j'en ai une là derrière moi, mais bon, il faut que je la rénove, il y a des modifs à faire, j'ai peut-être acheté une autre coque, on verra par la suite.
juste une coque nue, puisque j'ai déjà la remorque. Donc voilà, on en trouve des pas trop chers. Voilà. Ensuite, l'avantage du V4, bon, il n'y a pas que chez Winrud, hein, Yamaha fait un bon V4 aussi, c'est le bruit. Ils ont un très joli bruit, parce que c'est des moteurs qui tournent très rond. C'est pas le bruit d'un 3 cylindres, quoi. Voilà, ça tourne rond un V4. Donc un V4 en 2 temps, quelque part, ça fait presque un V8. Ils ont un très joli bruit. Sur ce, je vous laisse. Je vous ferai sûrement une vidéo suivante sur quand j'aurai plus avancé dans le remontage. La peinture, là, parce que je peigne des pièces et tout ça. Et puis, si j'ai des problèmes, je vous mettrai un petit peu les problèmes que j'ai rencontrés, principalement, je pense, au niveau pompe à essence, au niveau électrique surtout. Parce que là, il va y avoir un petit peu de bidouille sûrement. Et puis, je pense que ça peut aider certains, s'ils ont envie de se lancer dans la rénovation d'un moteur comme ça, ou simplement de l'entretenir comme il faut, quoi. Voilà, allez, à plus.